bon week-end. Donc, mesdames et messieurs, merci pour la suite de vos programmes sur la télévision Futur Média. Soir d'info qui reçoit en deuxième partie d'émission Monsieur Babacar Ba, c'est le président du Forum du SIA plutôt, par ailleurs membre de l'OFNAC. Bonsoir, Monsieur Ba. Bonsoir, cher. Alors, nous allons parler des actualités chaudes sur le plan judiciaire, avec notamment l'évasion de Boy Guinée qui a été finalement arrêtée donc, à Tambacounda une deuxième fois. Il s'agit de sa deuxième, de sa deuxième fugue donc, des prisons sénégalaises plutôt. Donc, Boy Guinée qui avait fait une déclaration après être parvenu, disons, à sortir, de la prison de Liberté 6. Il avait clairement indiqué que c'était une manière pour lui, en tout cas, de combattre l'injustice pour notamment les longues détentions. Et vous, cette problématique, vous l'avez souvent évoquée dans vos communiqués. Tout à fait. Merci beaucoup, cher, pour cette invitation. Donc, c'est un honneur aujourd'hui d'inviter, en tout cas, le président du Forum du Justiciable pour lui donner l'opportunité de se prononcer sur cette affaire que nous suivons de près. Parce que le jour où Boy Guinée s'est évadé, donc je pense qu'on avait fait un communiqué avec l'ASRED pour dénoncer cet acte que nous condamnons. Parce que nous, au niveau du Forum du Justiciable, nous ne pouvons pas cautionner ces genres d'actes-là. Parce que l'évasion, c'est un délit qui est puni par les dispositions du Code pénal à travers ces articles 208 et suivants. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et nous l'avons regretté parce que je pense que ce sont des actes qui aujourd'hui il faut vraiment combattre dans tous les niveaux. Maintenant, au-delà du fait qu'aujourd'hui c'est un acte qu'il faut dénoncer, comme je l'ai dit, c'est une affaire également qui pointe du doigt la question des longues détentions. Parce que nous avons entendu Boy Guinée, bon, même si, et ça je tenais à le préciser, que rien ne peut justifier une évasion. Ça, je pense que nous sommes clairs là-dessus. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez fait l'objet d'une longue détention que vous prétendez s'évader. Rien ne peut justifier une évasion. Mais je pense que, après avoir dénoncé cette évasion, donc aujourd'hui, nous, en tout cas, notre rôle, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal. Aujourd'hui, la question des longues détentions, c'est un problème par rapport à notre système judiciaire. Et là, je pense que si vous suivez aujourd'hui les différents communiqués du Forum du Justiciable, nous avons toujours dénoncé ces longues détentions-là. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons un système judiciaire où l'instruction en matière criminelle n'est pas réglementée. En matière criminelle, le juge d'instruction n'est pas enfermé dans des délais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le juge d'instruction, il peut prendre tout le temps qu'il faut pour pouvoir instruire un dossier. Ce qui est tout à fait contraire à son homologue français. Aujourd'hui, en droit français, on donne la possibilité, en fait, le juge d'instruction français, aujourd'hui, il est enfermé dans des délais. On lui dit que la loi sénégalaise, disons, un petit peu, disons, voilà, est copiée, disons, tout de la à fait, loi, parce la loi que française, le droit sénégalais est d'inspiration française. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que à l'instar du droit français, parce que comme je l'ai dit, en droit français, en matière criminelle, le juge d'instruction, on lui dit, monsieur le juge, vous avez 2 ans pour boucler ce dossier, ce qui est tout à fait le contraire en droit sénégalais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en matière criminelle, le juge d'instruction sénégalais, il peut instruire jusqu'à 5 ans. Mais est-ce qu'aussi on peut comparaître, disons, les deux pays, sachant que le Sénégal ne dispose pas peut-être assez de juges d'instruction, ce qui perd. C'est vrai que du point de vue, par rapport aux ressources humaines, aujourd'hui nous sommes pratiquement à 600 et quelques magistrats. Donc je pense que c'est un nombre qui est tout à fait insuffisant. Donc il faut aller dans le sens de recruter beaucoup plus de magistrats. Mais je pense que là également, en attendant peut-être d'aller dans ce sens-là, de recruter d'autres magistrats, mais je pense qu'on peut aussi mettre en œuvre certaines réformes. Parce que dans les réformes, on a fait des propositions. Nous avons les réformes qui sont déjà proposées par tous les acteurs de la justice. Dans les réformes, il est bien dit qu'en matière criminelle, le juge d'instruction a 3 ans pour pouvoir instruire un dossier. Donc je pense que si nous allons dans ce sens-là, enfermer le juge d'instruction dans un délai,
je pense que cela pourrait quand même régler la question des longues détentions. Et même en matière délictuelle, si vous prenez aujourd'hui les dispositions des articles, les dispositions de l'article 127 bis du code de procédure pénale, on vous dit en matière délictuelle, le mandat de dépôt n'est valable que pour 6 mois, non renouvelable. Donc ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un est pris, quelqu'un qui commet un délit, et que le procureur délivre un mandat de dépôt, ce mandat de dépôt n'est valable que pour 6 mois. Donc au-delà des 6 mois, on ne peut pas renouveler le mandat de dépôt. Donc au-delà des 6 mois, soit au-delà des 6 mois, soit on le juge ou bien la personne, le détenu doit être libéré. Apparemment, Boy Guinée, en fait, il a fait un tout petit peu référence, disons, à cela pour dire qu'il a opté par devers lui-même, disons, cette liberté provisoire dont il devait bénéficier depuis fort longtemps. Non, en fait, moi je pense... Il a parlé d'une violation de la loi. Bon, en fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Bon, même si j'y reviens, je pense que c'est pas parce qu'aujourd'hui que Boy Guinée également a fait l'objet d'une longue détention que cela pourrait justifier son évasion. Donc encore une fois de plus, rien ne peut justifier cette évasion parce que c'est un délit. Tout à l'heure, je l'ai dit. Mais cela pose quand même un problème. Voilà, et puis un problème qui est permanent. Parce qu'aujourd'hui, le principal problème de notre système, c'est la question des longues détentions. Donc je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui, que l'État du Sénégal essayer de trouver des solutions par rapport à ce phénomène-là, recruter des magistrats, recruter des juges d'instruction, parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans les cabinets des juges d'instruction, vous allez vous en rendre compte que les juges d'instruction sont vraiment submergés. Ils sont débordés, ils ont beaucoup de dossiers. Donc je pense qu'il faut augmenter les ressources humaines, et je sais que les moyens ne manquent pas, parce que, je le rappelle souvent, si aujourd'hui vous avez une faculté des sciences juridiques qui peut produire minimum chaque année 300 maîtrisards en droit. Donc je pense qu'il faut aller dans le sens de recruter ces jeunes juristes-là, donc pour pouvoir aujourd'hui renforcer les ressources humaines pour que ces genres de questions-là ne soient plus d'actualité. Peut-être là, vous avez un tout petit peu un manque de volonté de la part de l'État, peut-être de recruter au niveau de la fonction publique ces gens qui pourraient éventuellement permettre de vider les dossiers le plus possible, par exemple. En tout cas, c'est un problème qui est là. Et quand, en fait, on avait lancé les recrutements pour les jeunes, en tout cas les jeunes diplômés qui sont toujours à la quête du travail, nous avions fait communiquer pour demander, en tout cas à l'État du Sénégal, de penser à ces jeunes maîtrisards-là en droit, donc de les mettre dans le circuit, et je pense qu'ils peuvent apporter quelque chose dans le bon fonctionnement du service public de la justice. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit au Sénégal, vous avez moins de 500 avocats, en fait, les magistrats, à peu près 600 magistrats, 51 notaires, 40 UC. Donc là, je pense qu'il faut quand même recruter, donner la possibilité à ces jeunes juristes-là d'apporter quand même leurs compétences, leur savoir-faire pour renforcer également le bon fonctionnement du service. Et même pendant un certain moment, le bracelet électronique a été agité par le ministre de la Justice. Je pense même qu'une date a été donnée pour l'effectivité, disons, de cette décision. Oui, en fait, ça traîne. Et d'autres qui ont pris, disons, un petit peu le contre-pied avancent que cela coûterait cher au Sénégal, puisque nous n'avons pas peut-être les moyens de le faire comme ça se fait aux États-Unis. Oui, en fait, tout à fait, parce que le bracelet électronique également fait partie des propositions. Donc, ça fait partie des peines alternatives qui a été adoptée. Donc, je pense qu'actuellement, ils sont en phase de test. Il paraît qu'on est en train de tester les bracelets électroniques. Pour voir la fiabilité en tant que tel. Non seulement voir la fiabilité, mais également c'est tout un logistique qui est derrière. Donc je pense qu'il faut tout simplement... Et selon même des informations, une partie, disons, de la manne financière est mise sur le disons. En fait, ça a un coût, il faut le reconnaître. Et je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, pour combattre la question des longues détentions, parce que là, il s'agit de la liberté des gens. Donc, s'il faut y mettre les moyens, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Mais dans ce cas de figure, ceux-là qui pourront peut-être en bénéficier, c'est peut-être ceux-là les plus nantis.
par exemple. Bon, Sénégalais lambda en fait, qui n'a pas totalement les moyens. Non, je ne pense pas qu'à ce niveau qu'il y ait une distinction. L'essentiel, c'est que... Un problème d'équité ne se poserait pas à votre avis? En fait, je ne pense pas. Donc, ce sera en tout cas destiné aux détenus, en tout cas, qui répondraient aux critères. Donc, sur ce point, je ne pense pas qu'il y ait une distinction. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait que le ministère de la Justice, ou en tout cas les autorités habilitées, puissent accélérer la procédure pour que la mise en œuvre, en tout cas, de ce bracelet électronique soit vraiment effective. Alors, l'autre question qui occupe l'actualité, c'est, disons, cette dispute qu'il y a eu entre Maître Babou et le magistrat procureur de Diourbel lors d'un procès, et cela a tourné un tout petit peu mal, puisque une question à la limite confrérique a été agitée et a même failli tourner, disons, à une scène de violence. Oui, j'avoue que c'est une affaire qui est vraiment regrettable. Même si présentement je n'ai pas par devant tous les éléments pour pouvoir en tout cas me prononcer là-dessus, à part les seules déclarations faites par Maître Babou à travers la presse, mais également le communiqué que l'Union des magistrats a produit. Mais en tout état de cause, il faut juste rappeler que c'est une affaire vraiment sensible. Donc c'est une affaire qui est très complexe. Et j'en appelle en tout cas aux différentes parties, au sens de la responsabilité, à la sérénité et au calme. Parce que, à mon avis, la seule règle qui prévaut entre le magistrat et les avocats, c'est le respect, la fraternité. Donc je pense qu'ils peuvent quand même essayer de trouver une solution pour régler cette situation qui est vraiment regrettable. En tout cas, moi, je connais le procureur Mamoudou Seydou Dia, c'est quelqu'un de très correct, c'est quelqu'un de très bien, de même que Maître Babou. Donc, je pense qu'ils peuvent quand même arrondir les angles. Mais personne n'a intérêt à que cette affaire-là soit tirée en longueur. Donc, il faut essayer de trouver une solution pour régler ce problème-là. Mais n'avez-vous pas plutôt l'impression que la justice est de plus en plus fragilisée? Quand j'en parle, j'ai fait référence par exemple aux violences de mars dernier avec le juge d'instruction qui avait convoqué M. Sonko. Ça a posé problème, il n'est jamais allé. Cette fois-ci, on voit un tout petit peu, disons, Maître Babou agiter une question, disons, comment je veux le dire, une question judiciaire qui a relent, disons, confrérique. Alors, n'avez-vous pas l'impression que finalement la peur est beaucoup plus du côté des magistrats que celui, disons, Vous savez, nous tous, en tout cas, nous avons intérêt à respecter la justice. Quand la justice est forte, c'est de notre intérêt. Mais si aujourd'hui, nous, citoyens, si aujourd'hui, nous, justiciables, nous posons des actes qui peuvent affaiblir la justice, ce ne sera pas de notre intérêt. Donc je pense qu'il faudrait que chaque citoyen, chaque justiciable, donne le maximum de respect à la justice. Et ça, il faut le reconnaître. Je pense que c'est les actes qui peuvent quand même fragiliser la justice sénégalaise. Et cela aussi, on a vu venir. On a vu venir, d'autant plus que certains Sénégalais, d'autres vous diront que même plus de la moitié de la population n'ont plus confiance en cette justice, puisque derrière, cela ne semble pas aller, en tout cas à l'encontre des intérêts, par exemple, des citoyens. Non, aujourd'hui, il faut le reconnaître. Je pense que la question de l'indépendance de la justice, c'est une question qui revient souvent. C'est une question permanente. Et aujourd'hui, les justiciables ont cette perception. C'est une perception qui est là. Et j'ai l'habitude de dire que la justice, l'indépendance de la justice, c'est une quête. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc je pense que la justice, c'est le droit de manière générale, c'est une science qui évolue. Donc aujourd'hui, il faut aller dans le sens de mettre en œuvre des réformes. Parce que les réformes sont déjà là. L'UMS a fait des propositions, les acteurs de la société civile ont fait en tout cas des propositions. Donc il faut aujourd'hui, et d'ailleurs je pense que même le président de la République avait mis sur place un comité qui devrait en tout cas se charger de la modernisation de la justice. Il y a des recommandations en tout cas qui ont été faites. Donc aujourd'hui, il ne reste que la mise en œuvre. Mais est-ce que aussi, pour faire une certaine réforme, il ne faudrait-il pas, disons, que l'aspect judiciaire, que le pouvoir judiciaire plutôt, se soustrait, disons, de l'exécutif? Parce que là, on a l'impression que tout semble tourner en faveur de celui-là qui leur a mis ça, c'est-à-dire l'exécutif, le chef de l'État, qui est le chef suprême, disons. Mais en fait, tout ça, ça fait partie des réformes.
ça fait partie des réformes. Parce que comme on dit, celui qui vous nomme, vous l'êtes à la limite. Oui, en fait, d'ailleurs, dans les réformes, on avait proposé à ce que le Conseil supérieur de la magistrature ne soit plus présidé par le président de la République. Même si, bon, certains nous disent que le président de la République n'a qu'une... En tout cas, sa présence n'est que symbolique. Mais pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui le fait de réformer le Conseil supérieur de la magistrature qui est le plus important. Aujourd'hui, il faudrait renforcer l'indépendance du juge du siège. Quand je parle du juge du siège, c'est le magistrat qui rend... voilà, en fait, c'est le magistrat qui rend la décision. Donc, c'est le juge qui est toujours en position assis. Et ce juge-là, sa seule garantie, c'est l'inamovibilité. C'est-à-dire le principe de l'inamovibilité garantit l'indépendance du juge du siège. En termes clairs, ça veut dire quoi? En termes clairs, ça veut dire que le juge du siège, vous ne pouvez pas l'affecter, vous ne pouvez pas le déplacer sans son consentement. Parce que le plus souvent, bon, on avait vu que pour pouvoir sanctionner un juge, il faut l'affecter. Et surtout que pour moi, je reste convaincu que chaque magistrat peut servir dans n'importe quelle localité. Parce que Tamba ou bien Kidira fait partie du Sénégal. Maintenant, aujourd'hui, le magistrat du siège, en tout cas la majeure partie des magistrats ne sont pas titulaires dans les juridictions. Donc, ils sont affectés à titre intérimaire. Et quelqu'un qui est affecté, quelqu'un qui assure un intérim, à tout moment, on peut le déplacer sans son consentement. Donc je pense que ce sont ces genres Et cette décision, c'est l'exécutif qui la prend? Bon, c'est en fait, c'est... L'exécutif par le truchement du ministère de la Justice, je veux dire. Tout à fait. Maintenant, parce que c'est eux qui nomment les procureurs, les magistrats, ainsi de suite. Maintenant, il faut aller dans le sens, aujourd'hui, peut-être de renforcer, de mettre des garde-fous autour de ce principe de l'inamovibilité. Donc je pense que si aujourd'hui, on arrive à renforcer l'indépendance du juge du siège, je pense qu'on aura réglé beaucoup de choses. Voilà, en fait, on aura réglé beaucoup de choses parce que pour moi, c'est le magistrat qu'on doit protéger le plus, c'est le magistrat qui rend la décision. Ouais. Et ce magistrat est nommé par l'exécutif et cela peut sans poser problème. Voilà. Alors, l'autre question est relative à la loi d'amnistie pour, disons, les détenus politiques. Vous en avez parlé à travers un communiqué, mais aussi à travers, disons, des conférences de presse que vous avez tenues par le passé. Et si on en parle, cela fait un tout petit peu référence, disons, aux violences de mars dernier, avec, disons, des membres de PASTEF qui ont été arrêtés, certains ont été libérés. Il en reste actuellement 8 et le M2D menace d'ailleurs, disons, de reprendre, disons, ces séries de manifestations et pour demander la libération de ces 8. Il y en a 4 à Dakar et 4, disons, à Diourbel et que jusque-là, ça semble traîner. À votre avis, comment devrait-on régler ce problème définitivement pour sortir, disons, de ces difficultés que nous vivons depuis quelques années? D'abord, par rapport à la loi d'amnistie qui depuis quelque temps est suscitée, c'est vrai que nous avons fait une contribution allant dans ce sens, une contribution que nous avons faite, une réflexion intellectuelle pour 2 raisons. D'abord, vous-même vous l'avez constaté que depuis pas mal de temps, il y a des acteurs politiques qui font même partie de l'opposition qui, à travers leurs déclarations, ont souvent, en tout cas, invité l'État du Sénégal à amnistier certains leaders politiques qui sont privés de leurs droits civils et politiques, notamment Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. Donc c'est dans ce sens-là que nous, Forum du Justiciable, étant donné qu'à notre sein, au sein de notre structure, nous avons des techniciens du droit, on s'est dit, nous allons produire en tout cas une réflexion, une contribution pour annoncer en tout cas la teneur de cette loi d'amnistie si toutefois elle était appelée à être adoptée. Et dans cette réflexion, nous avons mis l'accent sur l'exposé des motifs, mais également sur le contenu des articles. Et par rapport à l'exposé des motifs, nous avons donné des orientations, parce que nous pensons aujourd'hui que pour une meilleure décrispation de l'espace politique, donc il faudrait quand même donner la possibilité à ces leaders-là qui aujourd'hui ont fait l'objet de condamnation
de pouvoir en tout cas participer au remettre les comptes revenir dans le jeu politique. Sauf qu'aussi la loi d'amnistie n'efface pas les faits. Les faits sont là. Tout à fait. Non, ça, là, en fait, quand on parle de loi d'amnistie, les faits sont effacés. Ouais. Donc, c'est la grâce présidentielle qui n'efface pas les faits. Maintenant, nous avons fait cette contribution, mais à côté également, nous avons vu récemment la société civile, en tout cas ceux qui étaient dans la commission du dialogue politique, eux aussi ont fait une autre proposition, c'est-à-dire la modification des articles L31 et L32 du code électoral. D'ailleurs, l'expert Ndiagasila en a beaucoup parlé, parce que c'est des dispositions qui aujourd'hui confisquent en quelque sorte le droit civil et civique en tout cas des personnes qui ont fait l'objet de condamnation. Et nous, à notre niveau, nous pensons que c'est des dispositions qui sont contraires à l'esprit de la Constitution. Parce que la déchéance des droits civils et politiques, c'est une peine complémentaire. Le fait de priver à une personne ses droits civils et politiques, seul le juge pénal peut le prononcer. Mais le juge électoral n'a pas ces prérogatives-là. En France, avant 1994, la déchéance des droits civils, civiques et politiques était considérée comme une peine principale. Mais depuis la réforme de 1994, maintenant, cela est considéré comme une peine complémentaire. Donc c'est le juge pénal qui le prononce. Donc aujourd'hui, je pense que comme en tout cas la société civile l'a déjà prononcé, il faut revoir ces dispositions dans le fond et dans la forme pour pouvoir permettre en tout cas à tous ces leaders politiques-là qui ont fait l'objet de condamnation de pouvoir revenir dans le jeu politique. Voilà, malheureusement, le temps qui nous est imparti est à présent terminé. Je rappelle que nous recevons M. Babacar Ba, c'est le président du Forum justiciable. Merci à vous et nous aurons certainement le temps de vous recevoir plutôt dans d'autres émissions pour davantage débattre sur la question. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end sur